Que l'Espagne et Ceuta sont en alerte maximale depuis une semaine. Des appels circulent sur les réseaux sociaux pour inciter les candidats à l'exil à se rassembler à nouveau samedi soir. Le principe est toujours le même. On diffuse de fausses informations sur les réseaux sociaux comme l'hypothétique ouverture d'une frontière pendant plusieurs heures, ce qui fait craindre le pire sur place 2 semaines après l'afflux massif de 70 000 migrants dans cette enclave. Bonjour Fernand Gontier. Bonjour. Alors, je le rappelle, même si Maryline Hérault l'a très bien dit, vous êtes ancien directeur central de la police aux frontières. C'était entre 2017 et 2022. Est-ce que, Fernand Gontier, cette fois-ci, vous pensez que les autorités espagnoles sont suffisamment armées pour faire face à un nouvel afflux de ce type ? Bien, écoutez, on a vu la dernière fois que l'effet de surprise et surtout l'effet de masse avaient joué en faveur des migrants. Peut-être l'autre leçon qu'on a pu tirer de cet événement, c'est peut-être un manque de coordination entre les autorités marocaines et les autorités espagnoles. Ça semble flagrant aussi, par le manque de communication, on va dire, publique suite à ces événements. On est toujours dans l'attente d'un certain nombre de chiffres, mais aussi de nationalités, de statuts, de typologie des migrants, de mineurs, de majeurs, de ressortissants de pays tiers, de Marocains, etc. Donc ça manque évidemment de beaucoup de transparence. Bon, on espère que cette fois-ci, les autorités marocaines, parce que c'est avant tout une frontière, ça se défend aussi à la sortie, ça se protège à la sortie, sauront prendre les mesures à la fois sur terre et sur mer pour prévenir finalement un nouvel assaut, parce que c'était un assaut, ce n'est pas du franchissement de frontières classique. On joue sur la saturation des effectifs, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une deuxième enclave qui est Melilla, donc il peut y avoir une manœuvre de diversion. Enfin voilà, il faut absolument. Et puis les services de renseignement, c'est quand même la base du métier, que ce soit le contrôle aux frontières ou toute activité de police, c'est le renseignement, que ce soit sur les réseaux, mais aussi parmi les passeurs et les organisateurs. Justement, Fernand Gontier, alors je vais rappeler quelques chiffres. 2000 militaires, 300 policiers qui ont déjà été envoyés sur place pour éventuellement faire face ce week-end, accompagnés de 4 navires, un hélicoptère et des drones. Alors vous évoquiez, Fernand Gontier, ces nombreuses fake news qui agissent comme un aimant à migrants, pardonnez-moi l'expression, mais c'est véritablement de ça dont on parle. D'où viennent ces fake news alors ? Parce que là, c'est la question qu'on se pose depuis plus de 10 jours désormais, Fernand Gontier. Écoutez, regardez les chiffres. 70 000 migrants qui ont tenté le franchissement dans cette enclave. Aujourd'hui, il en resterait, semble-t-il, entre 2500, 5000 pour les uns et voire 10 000 pour les autres. Ce qui veut dire que sur la totalité, il en reste quand même un certain nombre, c'est-à-dire qui ont réussi à se maintenir sur l'enclave de Ceuta. Donc, ce qui va devenir, et d'ores et déjà, un point de fixation, un point d'achoppement, et on ne sait pas quelle est l'issue qui sera réservée à ces migrants, aux mineurs en particulier, aux ressortissants de pays tiers. On ne sait pas dans quelle disposition se trouve le Maroc pour reprendre tout ou partie de ces migrants. Donc, j'allais dire, quelque part, il y a une forme de réussite avec cet assaut, puisque plusieurs milliers de personnes ont réussi à se maintenir. Comment font-ils, Fernand Gontier ? Parce que là, effectivement, on parle de certains chiffres, presque 10 000 migrants toujours sur place. On nous avait vendu des migrants finalement déjà rentrés en quasi-totalité. Comment ont-ils réussi ces 8 000 migrants, ces 5 000 migrants, on n'a pas les chiffres précis, c'est très compliqué. Comment ont-ils réussi finalement à passer sous les radars et à rester sur place à Ceuta ? Je pense déjà qu'il y a plus d'un millier de mineurs qui se disent mineurs et qui ne peuvent pas être repris sans formalité par les autorités marocaines. Donc a priori, le statut de minorité, c'est une forme d'immunité à l'éloignement. On le sait, qu'elle soit réelle ou supposée. Ensuite, pour les ressortissants non marocains, c'est une vraie difficulté dans la mesure où le Maroc exige une preuve de séjour initial sur leur territoire. Donc ça va se faire au cas par cas.
Et puis, je pense qu'il y a, c'est quand même une ville, il y a 80 000 habitants, il y a eu de multiples possibilités de se dissimuler pour les autres et de faire obstacle à leur éloignement. Il restera aussi peut-être des demandeurs d'asile. Enfin, il y a toute une catégorisation qu'il reste à effectuer, et nous n'avons pas ces éléments. Et c'est ce qui manque. C'est cette absence de transparence, on va dire, pour l'opinion publique et puis pour l'Union européenne, parce que je rappelle que l'Union européenne a considéré que ce n'était pas un événement simplement sur une frontière entre l'Espagne et le Maroc, mais une frontière communautaire. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très étrange quand même, c'est que presque 10 000 migrants sur une île qui doit faire un peu moins de 20 km², ça se voit, Fernand Gonthier, vous qui êtes ancien de la PAF, les autorités sont-elles en cause? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les appréhender davantage sur un si petit territoire? Dit comme ça paraît extrêmement simple, pardonnez-moi. Ah ben écoutez, je pense que la difficulté principale pour les autorités espagnoles, c'est la masse. C'est la masse et la capacité de réunir, de regrouper ces personnes et de les retenir contre leur gré dans un lieu adapté. Donc je pense qu'elles sont débordées, si vous me permettez l'expression, elles sont débordées. Et à partir de là, je pense que les perspectives pour l'Espagne ne sont pas favorables, dans la mesure où pour pouvoir décharger ou en tout cas limiter l'installation de ces, parce qu'il est hors de question de les laisser s'installer sur les plages ou autres, je pense qu'il y aura une forme de report vers le continent européen. Ils vont à un moment donné, pour éviter on va dire l'effet de fixation, l'effet de nasse, l'effet un peu de seringue en fait, ils vont vouloir alléger la charge de l'enclave de Ceuta en les rapatriant sur des centres de rétention installés en Espagne par exemple. Donc je veux dire, il va de toute façon, ces personnes vont à un moment donné, je le pense malheureusement, je pense que ces personnes vont être rapatriées sur le continent européen. Alors Fernand Gonthier, je le rappelle, ancien directeur central de la police aux frontières, Antonin André, chef du service politique au JDD, a une question pour vous, Fernand Gonthier. Oui, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais j'imagine que la lutte contre l'immigration clandestine et notamment les réseaux de passeurs est devenue quelque chose d'assez massif et qui occupe tous les services de l'État, parce que ces opérations font aussi penser parfois à des opérations de déstabilisation comme on a pu en connaître en Biélorussie, où la Biélorussie faisait venir, avec la complicité de la Russie, et par avion entier, des réfugiés qu'elle massait aux portes de la Pologne et qui était une façon de déstabiliser le continent européen. Nous sommes vulnérables, notamment parce que nous sommes sensibles à ces flux migratoires. Est-ce que la France a pris la mesure de la menace et de l'instrumentalisation, j'allais dire, de la misère des gens comme un vecteur de déstabilisation de notre continent ? Oui, pour répondre à votre question, très franchement, je pense que la France a pris la mesure du risque et de la menace, puisque l'immigration, on va dire, comme instrument, comme de guerre hybride, finalement, est un moyen de pression comme un autre, parce qu'on arrive à attirer la sympathie de nombreuses associations ONG, voire de l'opinion publique, parce que on ne souhaiterait pas accueillir sur notre territoire des personnes qui ont été instrumentalisées, et pour autant cet effet est particulièrement puissant vis-à-vis de nos démocraties, qui ont tendance effectivement à reconnaître que les droits fondamentaux sont au-dessus de tout. Mais il ne faut pas être naïf, évidemment. Alors la France a pris en compte tout cela. Les services de renseignement de sécurité intérieure et de sécurité extérieure travaillent sur ces sujets, et beaucoup d'informations circulent afin de prévenir ces phénomènes, de les dénoncer déjà. En soi, le fait que ce soit rendu public, c'est quand même très important pour pouvoir un petit peu déstabiliser en sens inverse les autorités qui sont à l'origine de ces mouvements migratoires. S'agissant de Ceuta, je ne sais pas, c'est un peu prématuré d'avoir cette analyse et de dire que la crise de Ceuta, c'est une forme de guerre hybride et d'instrumentalisation. Je ne sais pas, il y a des hypothèses, sans doute, où ce cas de figure, oui, pourrait être, mais en tout cas, pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, il faudrait rapporter la preuve. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les manipulations viennent des passeurs, les passeurs via les réseaux sociaux, et comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'une partie, même infime, des migrants ait réussi à se maintenir,
quelque part, c'est un petit peu l'objectif de ces passeurs. Vous restez avec nous, Fernand Gontier. J'ai une question pour mes deux débatteurs, Ophélie Roch et Antonin André. On a vu qu'il y a eu cette manifestation dimanche à Ceuta, entre 5 et 10 000 personnes, entre les organisateurs et les autorités. Les chiffres divergent, mais manifestation quand même très hétéroclite, parce qu'il y avait des catholiques, des musulmans et puis surtout des imams marocains payés par le Maroc. C'est très étrange parce que ça vient complètement en contradiction avec finalement, éventuellement ce qui se passe au Maroc. Antonin André, quel est votre regard là-dessus, vous ? Il y a sans doute une ambiguïté parfois des pays de départ de ces migrants et effectivement des logiques contradictoires. C'est aussi un moyen de pression diplomatique et de négociation diplomatique entre les États que le contrôle de ces flux migratoires. On le voit entre la France et la Grande-Bretagne, par exemple, en ce qui concerne la Manche. Et on le voit comme moyen de pression de l'Algérie qui refuse de reprendre ses OQTF. Donc il y a une ambiguïté. Alors avec le Maroc, de façon empirique, les accords conclus avec le Maroc sont nettement plus satisfaisants que ceux conclus avec l'Algérie. Et il y a des accords qui existent pour la reprise des clandestins marocains avec la France. Et l'État marocain a tendance à le respecter. Ensuite, vous avez l'État marocain et puis vous avez un certain nombre de forces politiques au Maroc. Et on en a parlé aussi de forces de déstabilisation qui ne sont pas l'État marocain, mais qui sont des réseaux de passeurs et des véritables mafias, parce que ce sont des enjeux financiers qui peuvent, le cas échéant, vouloir effectivement exporter une forme d'agite propre en Europe pour encourager davantage ces flux migratoires de venir déstabiliser nos démocraties. Fernand Gontier, j'aimerais évoquer avec vous ce qui se passe dans la Manche. Un nouveau record avec ces 230 migrants aperçus au large de Berck-sur-Mer, dans les Hauts-de-France, donc sur une embarcation très rudimentaire. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Le précédent record était dans cette zone fixé à 150. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, Fernand Gontier ? Est-on dans une sorte de nouveau mode opératoire ? Oui, quand j'ai vu apparaître le phénomène des départs maritimes, donc on appelait ça les small boats. Aujourd'hui, je crois qu'on est plutôt sur le phénomène de méga boats. Les premières embarcations avaient une moyenne de migrants de l'ordre d'une quinzaine, 15 à 20 maximum. L'année dernière, cette moyenne est montée à 65 par embarcation et depuis le début de l'année, il y a 10 embarcations qui ont déjà dépassé 100 migrants. Donc ce nouveau record est inquiétant. Il est inquiétant parce que malgré la baisse du nombre de migrants qui ont réussi à rejoindre la Grande-Bretagne, donc moins 44% sur les 6 premiers mois de l'année 2026, on a moins de migrants, moins d'embarcations, mais finalement ces embarcations sont plus importantes. Et puis, ce qu'il veut dire que finalement les trafiquants se sont organisés différemment, c'est-à-dire qu'ils prennent plus de risques. Et il faut surtout prendre plus de risques aux migrants, puisqu'il y a maintenant, avec plusieurs dizaines de personnes, un effet de masse, un effet avec peut-être des mouvements de foule. Puisqu'évidemment, même avec 230, il restera toujours des migrants qui ne rejoindront pas l'embarcation. Il y a eu un deuxième phénomène qui est un peu plus ancien, qui est celui des taxi boats, c'est-à-dire que les embarcations sont mises à l'eau dans des canaux ou dans des rivières avant de rejoindre à quelques dizaines de mètres le rivage, et les migrants rejoignent cette embarcation par leurs propres moyens, sachant que beaucoup de ces migrants ne savent pas nager. Oui. Donc on a des drames humains. Absolument. Alors Fernand Gontier, moi je pose des questions extrêmement simples, parce que ce qui est très étrange, c'est que ces migrants viennent du Soudan, de l'Érythrée, de l'Irak, du Vietnam aussi parfois. Comment se fait-il qu'ils passent, parce que leur trajet est immense, vraiment, leur périple est très dangereux et immense. Comment font-ils pour passer sous les radars aussi longtemps, parce que le périple dure plusieurs jours ? Comment se fait-il qu'on ne se rende compte que, lorsqu'ils arrivent, Fernand Gontier, puis d'ailleurs, est-ce que c'est le cas ? Peut-être qu'on était au courant depuis plus longtemps que ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on s'en rend compte au dernier moment. Par quel miracle alors, Fernand Gontier ?
Alors là aussi, bien évidemment, les trafiquants de migrants, qui sont pour la plupart des Irako-Kurdes, agissent par voie de réseaux sociaux ou de messagerie cryptée. Donc il y a des effets de regroupement, c'est-à-dire qu'on dit rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Donc les passeurs les acheminent vers le lieu de départ qui est programmé et connu à l'avance. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des camps de migrants un peu partout en Europe qui viennent vers le Calaisis et le Dunkerquois. Ils ne sont pas tous à Calais installés, ils viennent de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, de la région parisienne. Et donc ce sont des bases arrières. Et donc au fil de l'eau, ils sont acheminés, orientés, transportés vers ces points de départ à la demande. Donc tout ça est programmé presque comme si on prend un train ou un avion. Donc oui, tout ça c'est parfaitement organisé. Ce qui est dommage, c'est un petit peu, j'allais dire, si on doit faire le parallèle avec Ceuta, c'est que ce ne sont plus des sujets simplement franco-britanniques, ce sont des sujets européens. La Commission européenne a décidé en juin de lancer un grand plan d'action de renforcement de la frontière entre la France et la Grande-Bretagne. Parce que, comme vous venez justement de le dire, ce sont des personnes qui viennent de pays très lointains, qui n'ont rien à faire dans cette région et qui ont déjà franchi, donc par définition, des frontières extérieures à l'Union européenne. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés à Roissy ou à Orly. Oui, alors je rappelle quand même quelques chiffres. L'Angleterre donne à la France des centaines de millions d'euros pour empêcher ces traversées entre le matériel, les drones, les surveillances aériennes, les autorités également en termes d'hommes. Ophélie Roch, vous avez une question pour Fernand Gontier. Oui, j'ai une question notamment, par exemple, pour revenir un tout petit peu sur Ceuta, mais ça va même déborder un peu le cas de juste cette enclave. Comment est-ce que l'Europe peut vraiment tenter de se prémunir contre ces assauts? Par exemple, là, il y en a un qui est visiblement prévu pour le 15 août. Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? Parce qu'on n'a pas le droit d'aller nous-mêmes sur les territoires du Maroc pour essayer. Donc, on est obligé d'être sur nos frontières. Or, on sait très bien qu'en cas d'assaut, forcément, il y en a qui vont passer. Et est-ce qu'à terme, on va aller vers une militarisation, un petit peu comme la frontière presque, si vous voulez, du Mexique et des États-Unis, voilà, avec finalement des gardes armés qui vont se sentir de plus en plus dépassés par l'événement et peut-être avec des risques de tension et quelque chose qui va ressembler de plus en plus à une mexicanisation là-dessus. Fernand Gontier. Oui, ce que vous dites, c'est une réponse immédiate, on va dire la plus visible et la plus tangible, la plus concrète. Moi, je pense que c'est totalement dépassé d'avoir une vision défensive des frontières. Il faut avoir une vision offensive, au contraire, c'est-à-dire avoir une action depuis les pays de départ et les pays de transit. Donc on ne peut pas travailler contre la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et d'autres. Il faut traiter le problème à la source, depuis le continent africain, asiatique, sud-américain. Et le fait d'avoir une protection uniquement de la frontière, par définition, les frontières seront franchies. Donc il faut absolument éviter que les personnes n'arrivent sur le territoire européen depuis les pays de départ, comme le font d'autres pays aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'externalisation du contrôle de l'immigration. Mais j'ai une question là-dessus quand vous dites qu'en effet, je vous rejoins en disant qu'il faudrait en effet pouvoir intervenir depuis les pays en question. Mais comment faire si ces pays en question n'ont pas envie d'avoir peut-être une sorte d'ingérence sur leur propre sol? C'est ça qui est compliqué. Bien évidemment, on peut prendre l'exemple des 3 pays du Sahel qui ont basculé dans un régime militaire. Ce sont des pays qui refusent toute forme de coopération avec l'Union européenne, y compris avec le Maroc. Donc il faut aider les pays qui, à ce moment-là, sont en deuxième rideau des pays qui refusent toute forme de coopération, et renforcer la frontière, par exemple, au sud du Maroc ou au sud de l'Algérie. Enfin, il faut, je pense, avoir une démarche totalement offensive et externaliser un petit peu notre sujet, parce que par définition, nous n'arriverons pas uniquement avec cette vision d'une frontière, insurmontable, infranchissable, ça n'existe pas. Merci Fernand Gontier, je rappelle que vous êtes ancien directeur central de la police aux frontières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette mi-journée.